Mesdames et messieurs, au nom de la BCN, de sa division Private Banking et de son Asset Management, j'ai le plaisir de vous retrouver en pleine santé, je l'espère. Évidemment, nous aurions préféré vous transmettre nos prévisions 2021 de vive voix en venant à votre rencontre. Mais pour l'instant, nous devons nous contenter de ce format audiovisuel. J'espère toutefois que je poserai toutes les questions qui vous intéressent aux deux spécialistes qui m'accompagnent sur ce plateau. Je vous les présente tout de suite, en commençant par Victor Vogt, responsable de l'Asset Management à la BCN. Bonjour Victor. Bonjour. À ses côtés, Fabio Muccigrosso, gérant de fonds. Bonjour. Messieurs, entrons directement dans le vif du sujet et parlons vaccination contre le Covid-19. En quoi cette dernière sera-t-elle déterminante pour la croissance mondiale cette année ? Alors la vaccination, elle est fondamentale pour une réouverture large et pérenne des économies. Cela étant dit, avant d'aller mieux, ça va malheureusement aller un peu moins bien. On le voit, les nouveaux variants sont préoccupants et ils ont poussé les gouvernements à prendre de nouvelles mesures, les mêmes auxquelles nous sommes confrontés tous et toutes, tous les jours. On aura donc un premier trimestre encore difficile, avec une sortie du tunnel prévue pour le deuxième trimestre, avec la réouverture des économies et le redémarrage des activités jusque-là arrêtées. En termes de croissance, au niveau mondial, on devrait être à 5,2% en 2021. Bien sûr, ça ne sera pas linéaire en fonction des pays. Il y aura des pays qui s'en sortiront un peu mieux et d'autres un peu moins bien. Pour faire face à la crise, on a vu que les banques centrales avaient fait travailler leur planche à billets. Quelles seront les conséquences de ces politiques ultra-expansionnistes ? Alors, la politique de taux bas et les achats massifs des banques centrales ont tout d'abord des répercussions sur le plan économique. Ça permet aux entreprises, aux consommateurs, mais aussi aux États de se financer à des conditions très attractives dans le but de relancer la consommation, les investissements et de soutenir la croissance. Ce contexte a aussi un impact direct sur les marchés financiers et plus particulièrement sur les marchés obligataires. On se retrouve aujourd'hui avec plus de 18 000 milliards de dollars d'emprunts à taux négatifs. Il est devenu encore plus difficile pour tout investisseur de réaliser du rendement sans prendre de risques, raison pour laquelle les investisseurs doivent se tourner vers des classes d'actifs plus risquées, et c'est un mouvement qui va clairement en faveur des actions. On a aussi vu que les gouvernements avaient annoncé des plans de relance parfois gigantesques, comme aux États-Unis, avec quels objectifs ? Alors l'objectif principal des plans des gouvernements, c'est de faire le pont entre la crise actuelle et sa sortie de crise, afin d'éviter au maximum les faillites, une flambée du chômage, et que les dégâts à l'économie ne deviennent durables. On peut prendre quelques exemples pour imager. En premier, avec la Suisse, avec la réduction des horaires de travail, ça a permis de maintenir de nombreux emplois. Aux États-Unis, c'est des aides qui sont plus directes, en donnant des chèques à chaque Américain pour soutenir la consommation. Et si on prend du côté de l'Europe, l'Allemagne a abandonné la rigueur budgétaire, ce qui était encore impensable récemment. Et on a le plan Next Generation EU qui vise à moderniser le vieux continent en investissant dans la durabilité pour avoir une économie plus verte, dans le numérique pour digitaliser l'économie et dans la santé. On le voit donc, des mesures qui sont différentes en fonction des pays, mais qui visent toutes le même but. Toutefois, ces mesures, ce n'est pas des baguettes magiques. On le voit, il y a eu des effets négatifs sur l'emploi, sur la croissance, et ça a eu aussi un impact sur la dette des pays. Elles se sont envolées. En Italie, on a atteint 160% de dette par pourcent du PIB. Aux États-Unis, c'est 130%, et en Suisse, c'est plus modeste, mais également en hausse à 48%. Vous venez d'évoquer l'explosion de cette dette des pays. Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut commencer de constituer une menace ? Alors, comme on peut le voir sur le graphique, on le voit, les dettes ont fortement augmenté. On est à plus de 120% du PIB en moyenne, imagé avec la courbe verte. Mais si on regarde la courbe rouge, le coût de ces dettes, elles sont relativement faibles. Elles sont à peu près au niveau des années 70, où on avait 3 fois moins de dettes. Donc pour l'instant, ce n'est pas problématique, du temps que les pays réussissent à payer les intérêts et se refinancer. Il y aura bien entendu quelques pays qui se retrouveront en difficulté, mais ce n'est pas un problème généralisé. Qu'est-ce qui pourrait quand même alors venir mettre en péril, rendre cette problématique vraiment criarde ? Alors justement, c'est là où on voit combien il est important que les banques centrales agissent avec prudence. Car si elles venaient à relever trop vite leur taux, ça pourrait clairement mettre en péril la santé financière de certains États. Faut-il en 2021 s'attendre à un petit retour de l'inflation ? Alors c'est en tout cas ce à quoi les marchés s'attendent.
Si on regarde les anticipations d'inflation à 5 ans, elles ont augmenté tant aux États-Unis qu'en Europe. Maintenant, à court terme, l'inflation reste quand même sous pression de par les nombreux confinements qu'on a et puis aussi la surcapacité qu'on a sur le marché de l'emploi qui freine la consommation. Donc oui, on s'attend à terme à un retour de l'inflation, mais c'est un mouvement qui va se faire de manière graduelle. Rien de quoi affoler les banques centrales dans leurs prévisions. Revenons justement aux prévisions de croissance pour l'année en cours. Dans quel pays le rebond sera-t-il le plus spectaculaire cette année ? Comme on peut le voir sur le graphique, tous les pays seront en croissance en 2021. Ceux qui devraient le plus progresser cette année, c'est ceux qui ont le plus souffert l'année passée. Si on prend l'exemple européen, l'Italie, l'Espagne et la France ont perdu plus de 9% l'année passée et en 2021, ils devraient croître de plus de 5%, soit plus que la moyenne. Du côté des pays, il y a aussi une exception qui est la Chine, qui a réussi à éviter la récession l'année passée. Elle a même progressé de plus de 2% et cette année, elle devrait gagner plus de 8%. Ça restera le moteur de l'économie mondiale. Et en Suisse, Victor ? En Suisse, on devrait être un peu plus modeste à 3,3%. Si nous nous arrêtons maintenant rapidement sur les secteurs, quels sont ceux qui devraient nourrir l'appétit des investisseurs ces prochains mois ? Alors nous sommes d'avis que la rotation des secteurs défensifs vers les secteurs cycliques, qui a débuté en novembre avec la découverte des vaccins, va continuer sur les marchés. Ceci va donc favoriser les grands perdants de la crise du Covid, notamment les secteurs industriels comme l'automobile, l'aviation, mais aussi le secteur de la consommation discrétionnaire, tout ce qui est lié aux loisirs, aux voyages, mais aussi au tourisme d'achat comme les montres. Et finalement, le secteur financier va aussi profiter d'une plus large mesure du redressement de l'économie à l'échelle mondiale. Et la durabilité, qui est particulièrement chère à la BCN, elle était aussi au cœur des préoccupations durant cette crise. Est-ce que là aussi, la tendance va se poursuivre ? Oui, alors ça, c'est un thème qui est très important pour nous. On a justement positionné nos 3 fonds de placement dans cette thématique de la durabilité. Et on le voit, de plus en plus d'investisseurs, qu'ils soient privés ou institutionnels, choisissent des sociétés qui tiennent compte de critères ESG, donc environnementaux, sociétaux et de bonne gouvernance dans leur modèle d'affaires. La durabilité est également soutenue par des mesures qui sont prises par les gouvernements. On a par exemple la Chine qui veut être neutre en carbone d'ici 2060, le plan européen Next Generation EU, ou encore les États-Unis qui rejoignent à nouveau les accords du climat de Paris. Le temps file vite. Avec toutes ces informations, que préconisez-vous concrètement pour 2021 ? Du côté des obligations, on le voit, les taux d'intérêt sont à des niveaux extrêmement bas, négatifs pour de nombreux pays. Même la Grèce, rendez-vous compte, peut emprunter à taux d'intérêt négatif à court terme, donc il est très difficile d'obtenir du rendement. De plus, avec une économie qui repart, les taux longs devraient progresser, ce qui est négatif pour les emprunts qui ont des longues échéances. Dans notre positionnement, nous privilégions donc les emprunts d'entreprises avec des durées relativement courtes. Les emprunts émergents ont également nos faveurs. Et du côté des actions, est-ce que là, il y aurait des pistes pour obtenir du rendement ? Alors oui, là, on va adopter un portefeuille équilibré entre des valeurs cycliques, des valeurs de croissance et des valeurs défensives. Mais il y a quelques thématiques qu'on apprécie beaucoup en ce moment, notamment sur le plan régional. On aime bien les marchés émergents et plus particulièrement les marchés asiatiques. L'Asie a jusqu'à présent mieux géré la crise que les pays occidentaux, mais l'Asie profite aussi de la forte dynamique de l'économie chinoise. Un autre thème, c'est le thème de la digitalisation. Même avec la découverte d'un vaccin, ce n'est pas la fin de l'ère digitale. Au contraire, le processus de digitalisation ne fait que s'accélérer de jour en jour. On travaille depuis la maison, on joue depuis la maison, on consomme depuis la maison. Donc c'est des tendances qui favorisent les entreprises du secteur de la tech. Et finalement, les petites et moyennes entreprises. On a la chance en Suisse d'avoir de nombreuses entreprises très innovantes, qui sont leaders dans leur marché, dans des marchés souvent de niche. Et ce sont les premières à profiter du redressement de l'économie à l'échelle mondiale, puisque la majorité de leur chiffre d'affaires est réalisée hors de la Suisse. Enfin, j'imagine que dans le contexte actuel, l'immobilier et l'or restent des sources de diversification du portefeuille indispensables. On ne peut pas passer à côté.
Effectivement, les placements immobiliers restent intéressants. On a à peu près 2% de rendement, donc nettement plus que les emprunts d'État à taux d'intérêt négatif. Toutefois, le revers de la médaille pour l'immobilier, c'est les agios. Donc les agios, c'est la différence entre la valeur d'un immeuble et le cours en bourse du fonds dans lequel on va investir. Ces agios sont à des niveaux extrêmement élevés, on est à 35%, et certains fonds de haute qualité résidentielle sont même proches des 60%. Donc des valorisations qui sont relativement chères. Pour l'or, on l'a vu, on est positif sur les actions. On pense que ça va progresser, mais ça ne va pas être une ligne droite. Il y aura des phases de baisse, et pour contrecarrer ces phases de baisse, il est toujours important de garder des actifs défensifs dans un portefeuille. Donc pour ces deux classes d'actifs, on est neutre. On pense que le rapport rendement-risque, tant de l'or que de l'immobilier, est équilibré. Donc, si je résume, plutôt des obligations d'entreprise, une surpondération des actions et un peu d'alternatifs. Ça, c'est votre positionnement. Qu'est-ce qui pourrait venir chambouler ces prévisions? Alors, on va suivre de près 3 éléments. Tout d'abord, le vaccin. On part du principe que le vaccin est efficace contre le coronavirus. Mais si on prend du retard dans les processus de vaccination ou si le virus continue à muter, ça pourra clairement mettre en péril nos perspectives. Le deuxième élément, c'est le soutien des institutions. Tant les banques centrales que les gouvernements ont affirmé qu'elles allaient faire le nécessaire pour soutenir le redressement de l'économie mondiale. Si elles venaient à retirer trop rapidement leur soutien, ça pourrait remettre en cause le redressement de l'économie. Et finalement, un élément qui est constant pour les marchés, c'est la géopolitique. Dans le conflit US-Chine, le conflit va continuer, malgré le fait que l'administration Biden est moins belliqueuse que l'administration Trump. Et en Europe, on a aussi de nombreux défis, notamment en Italie, où on a un gouvernement qui est très fragilisé en ce moment, mais aussi en Allemagne, où on a les élections en fin d'année qui décideront de l'ère post-Merkel. Donc on le voit, dans ce contexte actuel, pas mal de risques. Donc il faudra rester humble et prêt au changement, car on n'est pas à l'abri de surprises. Messieurs, nous arrivons déjà au terme de cette édition Perspective. Merci pour votre précieux éclairage. Avec plaisir. Avec plaisir. Encore 2 informations avant de conclure. Tout d'abord, mesdames et messieurs, vous retrouvez l'ensemble de notre rétrospective 2020 à l'adresse qui s'affiche actuellement en haut de votre écran. Ensuite, je vous rappelle que tous nos spécialistes de l'asset management et nos conseillers private banking sont à votre disposition pour toute question ou approfondissement. Merci de nous avoir suivis et je formule un souhait, que les mois à venir soient plus riches en contacts humains. À très vite donc et excellente fin de semaine à vous tous.